cielo, un'estate italiana. Voglio vincere un'estate più d'avventure. Bon, je vais me garer là. Je pense qu'ici, on peut poser rapidement. Wow. Wow. Même l'autre a refusé hein, de prendre. Ah bah. C'est même les qui ça non? Wabé. Ça, c'était les bons souvenirs. Je crois j'avais 1990, j'avais 9 ans. Et nous vivions le rêve. On aimait notre pays. On nous apprenait l'éducation civique à l'école. On chantait l'hymne national avant d'entrer en classe. On nous apprenait... on faisait les travaux pratiques les samedis matins. On nettoyait les alentours de notre école, de notre quartier, les samedis matins. Donc, on nous a appris à aimer notre pays. On a grandi avec la passion de notre pays. On a grandi avec l'envie d'élever notre pays, de le porter au firmament. Oui. Lorsqu'on allait à l'école, je me rappelle à 9 ans, j'étais en classe de 6e, je crois. J'étais en classe de 6e. Donc, Coupe du Monde de 1990 en Italie, ça c'est une histoire que je vous ai déjà racontée, mais que je me plais à vous raconter tout le temps. Mais Aline Zomo, c'est une tata du village, quoi. Aline Zomo et ma maman sont de la même région, dans le Dja et Lobo, c'est-à-dire à Zouétele. Donc, oui, c'est normal qu'on ait des traits de ressemblance. N'oubliez jamais, hein. N'oubliez jamais. Attendez, je vais me mettre là où le wifi ne va pas trop se couper. Parce que je suis encore à l'hôpital. Mais je ne suis pas pressée de partir ce matin parce que j'ai envie de causer avec vous. Et comme le parking est vide, j'en profite. Alors, donc, je vous disais que on nous avait appris à aimer notre pays. Donc, en 1990, donc, vous connaissez l'épopée des lions. Pour ceux qui sont les vieux chouettes et les vieilles chouettes comme moi. Parce que les yéyés là, ils ne vont rien comprendre. Hein. Les yéyés ne vont rien comprendre. Mais on va leur raconter l'histoire. Parce que l'histoire est faite pour être racontée. Donc, en 1990, les Lions sont qualifiés pour la Coupe du Monde en Italie. Et ça, c'était après le Mexique 1986. Le Mexique 1986, où nous n'avions pas démérité. Ça, il faut le dire. Et après le Mexique 1986, on a la Coupe d'Afrique en 1988. 1988, on perd en finale face à l'Égypte. Nous perdons la Coupe d'Afrique en finale. Mais nous avons une équipe de Lions solide. Mais alors vraiment solide. C'était des garçons, mon ami. Pas les pète-pète. Pas les pète-pète, mon ami. Mof midé. Donc, quand on parle de la Coupe du Monde 86, je pense c'est là où la génération des Abega passe le bâton à la génération des Koundé Emmanuel, Mbou Emile, ainsi de suite. Nous allons à la Coupe d'Afrique 1988. Et nous ne déméritons pas, nous perdons en finale. Mais avant ça, en 1984, nous jouons la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, à domicile chez les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire. 1984.
Moi, j'étais encore bébé, hein, mais j'écoutais toujours les commentaires de mon papa. Je lisais beaucoup les journaux de football. Mon père était abonné à l'équipe, au magazine L'équipe. Il était aussi abonné à... comment on appelait l'autre là? J'ai oublié. Bref, on était à la pointe de l'information footballistique parce que mon père c'était un fou de football et il m'a entraîné dans sa passion et ainsi que mes petits frères. L'un d'eux étant même footballeur, a joué à l'équipe nationale junior. Donc nous sommes une famille qui grandit dans le foot. Moi, j'accompagne mon petit frère partout dans le foot et tout. Et moi-même, je joue un tout petit peu jusqu'à l'université de Douala, là où j'ai joué un tout petit peu. Malheureusement, j'étais en faculté de sciences et la fréquence des cours et des TD était tellement intense que je pouvais pas continuer parce qu'il fallait s'entraîner 2-3 fois par semaine et aller jouer les compétitions. Bref, je vous raconte dans l'épopée de 1990 en Italie. Davide Fonsenta. Voilà les Lions, comme d'habitude, avaient les problèmes à l'équipe nationale, les tiraillements par-ci, les tiraillements par-là, Belle qui se fâche, ils commencent la grève des joueurs parce que, comme d'habitude, le gouvernement ne leur donne pas leur prime. Le gouvernement d'ailleurs, les Lions étaient partis en Italie en pièces détachées, comme d'habitude. Rien de nouveau sous les tropiques. Quand les Lions voyagent, ça dit que, comme vous avez vu l'autre jour, là, pour aller en Algérie, où il y a eu retard de plus de 3 heures parce que la compagnie qui devait venir mettre le carburant dans l'avion n'était pas là. Bref, il y a toujours les problèmes, toujours. Rien de nouveau depuis la nuit des temps. Le Cameroun n'a jamais fait voyager son équipe tranquillement et dans les bonnes conditions. Anyway, voilà donc Roger Milla avait pris sa retraite. Il a dit que lui, il est fatigué. Il a fait son jubilé à Yaoundé, où il avait même invité Georges Weah, qui était son ancien coéquipier dans le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Le jubilé de Roger Milla, c'était le Mamipi. Donc le gars mis la clé sur le paillasson, il a dit, ok, mais ouais, je suis fatigué, mais ouais, je vais me reposer. Mais le grand Roger va se reposer. Sauf que, hey, Zamba Belilwali, le Cameroun n'a pas d'attaquant prolifique. On a Oman Biyik. Oman Biyik, lui, il a une spécialité, c'est que c'est un joueur aérien en fait. C'est un joueur aérien. On a besoin d'un porteur de ballon. On a besoin d'un homme qui peut garder le ballon. Parce que le jeu du Cameroun, c'est un jeu à terre. Le Cameroun ne jouait pas le boum boum, c'était un jeu à terre. Voilà, alors que les problèmes, non. Mais ça, le Nomgi, comme d'habitude, non. Sous haute instruction du Nomengi, Roger Milla est prié de sortir de sa retraite. Roger Milla est obligé de sortir de sa retraite et remettre ses godasses. Roger, met les godasses, Roger. Malheureusement pour Roger, ou alors pour nous, ou heureusement, on ne sait pas, Roger, avant la Coupe du Monde, fait un voyage où il va dans son village à Japoma. Il fait un accident pas possible. Tonneau. La presse est en branle. Tout le monde met les mains sur la tête. On dit, yeah. On va faire comment? Voilà notre joker qui a fait l'accident. Massa. Notre joker a fait l'accident et tout le village de Japon, les gens courent pour aller, les gens pleuraient. En wow, Roger, en wow. Maman, les gens couraient dans les herbes pour aller chercher le cadavre de Roger. Sa voiture était émiettée. Maintenant, voilà alors que quand on arrive dans la brousse, on trouve Roger. Il enlève seulement les herbes sur lui comme ça. Il enlève les herbes. Et dit, vous pleurez quoi? Hey!
les gens crient au miracle, au scandale. Les gens crient. Roger a fait comment, mais bref. Voilà Roger qui va à la Coupe du Monde. Dabade Fosenta. Attendez, j'enlève d'abord ma torche de service. Dabade Fosenta. Le Cameroun a dans sa poule l'Argentine, qui est champion du monde en titre, avec comme capitaine emblématique Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro. Hey, hey. Quand le gars prend à l'entraînement avant le match, il prend le ballon et voici comment. Ouais, je n'ai même rien ici qui peut simuler un ballon. Il prend le ballon et voici comment il tape ça. Voici comment Armando Maradona tape le ballon. Nous on a les joueurs du championnat au pays, les joueurs de première division. À l'époque, on avait seulement 2 professionnels, je crois, ou 3. On avait 3 professionnels. Est-ce qu'on avait même les professionnels? On avait Belle qui était... Belle était où là? Belle était à Marseille. On avait Mila qui était à Montpellier. On avait Nkono qui était dans Espagnol. Maman, c'était presque tout. Est-ce qu'on avait même les professionnels? Oh? On avait Lendi Pakem. Lendi Pakem. On avait les Massing Benjamin. Hein? Massing. Le gars, la cuisse de Massing. C'était comme un immeuble, mon ami. Quand il sort la cuisse de la voiture comme ça, tout le monde crie seulement. Le gars, il n'y avait pas la taille de short pour Massing. Il n'y avait pas la taille de short. Quand Massing portait le short, c'était comme le caleçon. Hey, Zamba Beli Loli. Voilà nos pas de joueurs, hein. Les mangeurs de Mintumba du pays. Le Mintumba avec le Bobolo. Mais les gars restent comme ça. Les gars qui n'étaient jamais arrivés en Beng dans leur vie. Jamais. Ils jouaient le championnat au pays. On avait les qui? On avait les Mbumbu et non. On avait les... Maman, tous les joueurs là. Les Tato Steven. Hey! Wow! Zamba Beli Loli. Oh, le pays ici. Le pays ici. Le pays ici. On a eu des joueurs, vous comprenez, non? C'est quand même dommage que ces noms tombent dans l'anonymat. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne les connaissent pas. C'est quand même dommage. C'est vraiment dommage. Parce que ça, ce sont des gens qui ont écrit les lettres d'or de l'histoire du pays. Les lettres d'or de l'histoire de notre football. Ces gars-là, ils devaient avoir chacun une rue à son nom. Un immeuble ou un monument à son nom. Voilà les gars qui ont écrit l'histoire du football du Cameroun. Quand on dit aujourd'hui que le Cameroun a joué le quart de finale, ce sont eux. Normalement, chacun d'entre eux méritait. Ouais, Seigneur Jésus. Ouverture de la Coupe du Monde. Tirage au sort. Cameroun contre Argentine. Avant même que le match commence, dans les vestiaires camerounais, c'était la grogne. Parce qu'il y avait le rebelle Joseph-Antoine Bell qui disait que il faut donner les primes aux gars. Il y avait la grogne dans les vestiaires. Et comme d'habitude, le ministre des Sports, c'était qui à l'époque? C'était René Fofé, le ministre. C'était René Fofé. Qui sont venus avec 1 ou 2 millions, flatter un peu les gars et tout ça. Bref, les gars s'en vont jouer. Ils disent que, pour finir, ils disent que on ne joue même pas pour l'argent, on joue pour le pays. On joue pour le pays. Les gars descendent au stade. Pendant l'échauffement, ils voient Maradona qui fait ses micmacs. Pic, 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 pic. Il a menti avec la poitrine. Il relance, ça va sur la tête. Il met, ça va à l'épaule. Il roule le ballon au dos. Il fait Mais les gars sont comme ça, là, ils regardent. Ils regardent. Hé! Zamba. La diarrhée voulait nous attraper. À l'époque, hein, au quartier, hein, il y avait peut-être 2 ou 3 maisons qui avaient la télé. Maman, il fallait voir les enfants s'agglutiner aux fenêtres comme ça pour regarder le match. Quand le match commençait, tout le monde s'arrêtait. Il fallait voir comment les gens s'agglutinaient. Le voisin qui avait la télé, si tu ne partais pas 1 heure avant, tu n'allais pas t'asseoir.
Tu vas laver les assiettes chez le voisin avant de regarder le match. Tu laves les assiettes et puis tu t'assois par terre. Donc, voilà donc. Le match commence, non? Hey! Oulili, oulili, oulili. Première descente. L'Argentine avait un ailier gauche appelé Canidia. Canidia fait ses pépettes. Il déborde. Qui était même de notre côté gauche là? Qui était dans notre côté gauche? J'ai oublié. Vous savez que les mémoires des vieilles chouettes. Et puis j'avais même 9 ans. Elle est oubliée. Mais Canidia fait une descente. Pop, il tire la balle, ça tape la transversale. Bah! Thomas Nkono sort. Il se fâche. Il sort. Il dit au gars que, mais vous faites quoi? Vous le laissez? Dégagez la balle, dégagez-moi les bêtises là. Mouf! Massing plie son short comme ça, il dit que là, Anna, même moi, je t'attends. Là, maman, les gars commencent à jouer. Ils jouent. Ça veut dire que les Camerounais étaient tétanisés. Rien que le fait de jouer contre le champion du monde, pendant les 15 premières minutes, ils étaient tétanisés. Ils n'arrivaient pas à réaliser. Ils ne bougeaient pas. Mais quand ils ont vu l'Argentine ne marque pas en 15 minutes, c'est là ils ont dit que, ah, ok, bon. Ils ont pris du poil de la bête. La première mi-temps s'achève, les deux équipes vont au vestiaire dos à dos. On avait un entraîneur qui ne parlait même pas français, il s'appelait Valérie Nimpomiachi. Le Cameroun a soit de ses entraîneurs, où on peut les chercher, où c'est Dieu seul qui sait. Il s'appelait que Nimpomiachi. Le gars ne parlait pas français. Il avait un traducteur là, où le traducteur disait la vérité, où il mentait, c'est eux-mêmes qui savent là-bas. Toujours est-il que, voilà maintenant, les gars prennent du poil de la bête, hein. Allez, deuxième mi-temps. Les gars engagent le jeu. On joue. Valérie, comment il s'appelle? Canidia veut encore faire notre débordement sur la gauche. Mof! Massing Benjamin l'a ramassé. Tacle, bam! Avec toute la rage de ça. Les chaussures de Massing sont parties en brousse. Canidia a senti, c'est sur son tibia qu'il a senti. Je dis que c'est sur son tibia qu'il a senti. Tchouk! Une fois, le vaccin de ça. Boum! Et quand Massing l'a tchouké, parce que, vous savez, les Argentins sont très racistes, hein. Les Argentins, ce sont, la plupart des Européens argentins sont ceux qui avaient fui, ce sont les nazis qui avaient fui après la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont allés se réfugier en Argentine. Exemple, Pinochet. Donc, ils sont très racistes. Donc, pendant qu'ils jouaient avec nos gars, ils les énervaient en leur lançant les injures racistes. Vous voyez un peu, il titillait les nerfs de nos gars, en les appelant négro, tout ça. Maman, nos gars même d'abord, c'était les vrais gars, mon ami. Les vrais, pas les pètes qu'on a aujourd'hui, pas les histoires qui font les nattes aujourd'hui, ils mettent les boucles, ils font les petits manières, machin. Mouf, on avait les gars. Quand les gars descendaient au terrain, rasés, eux tous, crâne rasé, boule à zéro, avec le manyanga qui brillait sur leur tête, mon ami. Noir comme les fesses du bandit. Costaud comme le gorille qui sort de la forêt. Quand les Argentins eux-mêmes ont regardé les 11 joueurs qui entraient au terrain, il n'y avait que Roger Mila qui était petit, Mbumbu qui était petit et Omambi qui était mingling. Parce que même Canabic là, hein, c'était un solide, pas les pètes-pètes. C'est-à-dire que quand les gars descendaient dans l'arène, tu sentais que c'est les gladiateurs. Ils ne sont pas venus blaguer. C'était les guerriers, mon ami. Ils ne venaient pas jouer au foot, ils venaient touquer le fémur. Mouf. Diego Maradona lui-même, il a dit que quand il a vu les joueurs la sortie des vestiaires, il a cru que c'était une équipe de catcheurs. Mon frère, qui était petit là-bas, Steven Tato, 1m84, 90 kg. Koundé Emmanuel, 1m85.
96 kilos. Massing Benjamin, 1m90, 100 kilos. C'est-à-dire que tu vois le gars comme ça, il est rempli. Le gars est rempli, mon ami. Il est rempli. Quand Massing plie son short comme ça, là, il dit, Loana, même bon, ouais. Même bébé, Mako. Mouf. Maintenant, alors, on donne le carton rouge à Massing, non? Massing avait dégagé Kanidia. Il a traumatisé Kanidia. Kanidia n'arrivait plus à monter. C'est-à-dire que quand Massing l'a tapé une fois, Kanidia, c'est pète-pète qui faisait là, c'est terminé. Il s'arrêtait au rond central, il ne venait plus. Il s'arrêtait au rond central. Il ne venait plus. On l'a vacciné une fois. Bam! Maman, voilà alors que les gars de derrière, parce que le Cameroun, on jouait. On jouait avec, je crois que c'était 8 derrière, mon ami. Équipe défensive, c'est-à-dire que, mon ami, quelqu'un ne pouvait même pas... Non, tous nos milieux de terrain étaient défensifs. Tous étaient défensifs. Tout le monde est derrière. La défense, c'est de ça. C'est à cause de nous que la FIFA a décidé que on ne fait plus les tacles par derrière. Parce que les gars là, ils étaient violents. Ils étaient violents. Ils avaient les nerfs, mon ami. Vous venez jouer avec les watts. Vous n'avez même pas mangé. Vous logez dans un hôtel miteux. Vos primes, on ne donne pas. Comment les gars ne doivent pas voir là? Ils avaient la rage. Voilà alors que maintenant, c'était à quelle minute là même que Oman a marqué. C'était pas loin après le début de la deuxième mi-temps. Hein? Oman Big. Les gars ont réussi à remonter le ballon. Et puis il y a eu centre. Je crois que c'était le centre de qui? Oman Big qui a eu une détente, mon ami. Le gars a sauté. Il a fait la détente. Bam! Dedans. Quand le but là est entré, c'était comme si on rêvait. Je vous jure. Quand le but là est entré, c'était comme un rêve. C'était comme si on ne réalisait pas que le Cameroun venait de marquer face aux champions du monde, avec les plus grands joueurs du monde, avec le ballon d'or sur le terrain. Le joueur le plus capé au monde sur le terrain, capitaine. Merde. Au Cameroun, au pays, c'était la folie. Les mamans balançaient les bobolos en route. Les enfants couraient, on pleurait, on criait. C'était la magie. C'était la magie. Moi, je n'ai jamais vu le peuple célébrer comme on avait célébré ce jour-là. C'était du venez voir. C'était du venez voir. Ouais, je pense que même les Lions, à cet instant, n'avaient pas réalisé qu'ils sont en train de mener au score. Mais il y a eu un sursaut d'orgueil pendant le match. Il y a eu un sursaut d'orgueil. On a pris 2 cartons rouges dans ce match. On était à 9 contre 11. On menait au score. Face à l'équipe championne du monde. Avec sur le terrain, le meilleur joueur du monde. Ça, c'est ce qu'on appelle le Hemley. C'est-à-dire que le Hemley. Quand les gars ont commencé à mener au score, ils ont dit, bon, ici, là, ça va se jouer. Même si on croyait qu'on avait perdu, ici, là, ça va se jouer. Pas les histoires qu'on dit là. Alors, nous avons gagné le premier match. Vraiment, le monde a été pris de surprise par l'équipe des Lions que personne n'attendait. Je dis bien, personne au monde ne prédisait que les Lions pouvaient s'en sortir dans cette poule. On avait la Roumanie. Non, la Roumanie, on a joué en 8e de finale, je crois. En 8e. On avait la Russie, on avait l'Argentine, on avait une poule. C'est la Colombie qu'on avait. Non, la Colombie, on a joué en quart, Non, on a joué l'Angleterre en quart. On a joué la Colombie en 8e. Il y avait la Roumanie. Donc, vraiment, les gars, pour vous dire que le tirage au sort qu'il y a eu hier, là, on dit que, wow, on est dans la même poule avec le Brésil. Wow, on est dans la même poule avec le Brésil. On a qui dans notre poule? On a le Brésil, on a la Suisse et on a la Serbie, je crois. On a le Brésil, on a la Suisse et on a la Serbie. Bon, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si le Brésil est encore autant performant qu'il était à l'époque. Hein.
Et notre dernier match de poule, c'est face au Brésil. Donc, ça veut dire que on joue Non, notre dernier match de poule. Oui, le Brésil joue son dernier match de poule contre nous. Et ensuite, il joue contre la Suisse. Le Brésil, récemment, n'a pas été très impressionnant. Et c'est vrai que il a ses derniers matchs. Il a gagné 4-0. Ses 3 derniers matchs, il a gagné 4-0. Cependant, la Coupe du Monde a ses surprises. Et on espère que... on espère que les gars là vont s'en sortir. Bref, s'il joue le dernier match de poule contre le Brésil, ça veut dire que pour qu'il s'en sorte, il faut qu'il gagne les 2 premiers matchs contre la Serbie et contre la Suisse. Ce qui n'est pas impossible, hein. Ce qui n'est absolument pas impossible. Sauf que la Serbie, c'est les pays Balkans. Et les pays Balkans ont toujours été notre, comment on va dire, notre diable noir. Parce que eux, ils ont un jeu très technique, hein, les pays du Balkan. Mais, on dit comme ça, hein. Le Cameroun avait gagné. C'était quel pays? C'était pas la même Serbie, si. Parce que c'est la Serbie qui avait éliminé la France, non, pour la Coupe du Monde 1994. C'est la Serbie qui avait éliminé la France. Et ils sont tombés dans notre poule. Mais notre Coupe du Monde 94, c'était les caca, mon ami. C'était les caca. C'est là où on avait encaissé 7 buts dans un match contre la Russie. Et... Salenko nous avait fait ça tuer. Salenko nous a... Il est devenu le meilleur buteur de la compétition sur notre dos. Ouais. Oh là là. Mais non, les gars, écoutez, le ballon est rond, hein. Le ballon est rond. Tout peut arriver dans un match de football. Le ballon est rond. Le ballon est rond. Tout peut arriver. Évidemment, quand on va en compétition, il faut bien se préparer. Il faut mettre les moyens. Il faut être dans de bonnes conditions psychologiques. Avec le Cameroun, est-ce que ça arrive? Je ne sais pas. On n'est jamais allé à une compétition où il n'y a pas eu de problème de primes, problème d'argent, problème de logement, problème de tout ça. Donc, on espère que ces choses vont s'améliorer. Mais une chose est sûre, c'est que il n'y a pas de hasard dans la vie. Et le hasard, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la chance dans tout ce qu'on fait, elle est peut-être de 1% dans tout ce qu'on fait. Il y a le travail qui paye. Le travail paye. Lorsqu'on se prépare pour quelque chose, on réussit. Vous ne pouvez pas avoir un enfant qui va aller présenter un examen, il s'assoit, il joue tous les jours, il regarde la télé, et puis le jour de l'examen, il passe subitement comme ça par chance. Même les enfants très intelligents, même les génies, hein, à un moment donné, ils ont besoin d'un tout petit peu de travail. Donc, le travail paye. La préparation, ça paye. Donc, il faudra vraiment que ces gens-là mettent les moyens. Bon, cette année-ci, la Coupe du Monde se joue en décembre, ce qui n'est pas souvent le cas. Et ça, c'est à cause des variations climatiques de ce côté du monde-là. Donc, peut-être un avantage parce que ça laisse le temps à tout le monde de se préparer. Ça laisse le temps à toutes les équipes de se préparer, d'avoir des matchs de préparation, d'avoir de la mise en condition et tout ça, en espérant qu'on n'ait pas trop de blessures de notre côté, parce que le championnat aussi est très rude. Hein? Le championnat est rude et beaucoup de joueurs finissent la saison parfois avec des blessures. En espérant qu'on n'ait pas de blessures, en espérant qu'on n'ait pas de défections, et en espérant qu'il y ait une bonne préparation derrière. Vous savez, le Cameroun a besoin de cette Coupe du Monde, de cette participation à plusieurs égards. Déjà sur le plan économique, vraiment les caisses de l'État sont vides. Les caisses de l'État sont vides jusqu'à... Il n'y a même plus un radis. Il n'y a plus un radis. Donc quand le Cameroun se qualifie à une compétition comme ça, c'est là où il profite aussi pour avoir un peu d'argent.
Et de deux, ça aide le gouvernement à redorer son blason. C'est pour ça que quand vous voyez, il y a des combattants qui sont contre les victoires des Lions, y compris moi-même. C'est parce que c'est une distraction. C'est parce que ça agit comme un soporifique sur le peuple. Hein? Quand vous avez vu la qualification, les gens ont déjà oublié tous leurs problèmes, mais ils ont oublié le choléra qui est en train de tuer. Ils ont oublié les coupures d'électricité, les coupures d'eau. Oh, on est parti à la Coupe du Monde, on est parti à la Coupe du Monde. Ils ont déjà tout oublié. Donc, en ce qui me concerne, moi, je préférerais que le Cameroun règle d'abord ses problèmes avant d'aller se pavaner dans les Coupes du Monde. Parce que la Coupe du Monde, là, ne va rien ramener au Cameroun. Rien. Rien. Le lendemain, on revient à nos moutons. Coupure d'électricité, coupure d'eau, mort gratuite à cause du choléra. Bon, parlant même de ce choléra-là, est-ce que vous vous rendez compte, les gars, que le choléra est une maladie qui a déjà été éradiquée dans plusieurs pays, y compris des pays égaux sur le plan économique au Cameroun? Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Ici en Europe, si vous dites que quelqu'un a le choléra, c'est comme si c'était un extraterrestre. C'est quelque chose qui... C'est une maladie du Moyen-Âge. C'est une maladie du Moyen-Âge ici. Dans les pays africains où il y a quand même des systèmes de sanitation et d'alimentation en eau potable, on n'en parle plus. Surtout que le choléra, c'est une maladie qu'on peut prévenir avec la vaccination. Je ne comprends pas comment en 2022, dans un pays comme le Cameroun, avec tous les professeurs en professorat qu'on a, tous les docteurs en doctorat qu'on a, on a des centaines de morts de choléra au Cameroun. Je ne sais pas si les Camerounais se rendent même compte de la gravité de cette situation. À la prison de Neubel, on a dit qu'il y avait 5 morts de suite de choléra et il y avait plus de 100 personnes contaminées. Dans la ville de Buea, on a parlé de 1150 personnes atteintes de choléra. Et ça se répand très rapidement. Et on nous dit, le ministre de l'eau et de l'énergie nous dit que la Camerounaise des eaux a un périmètre circonscrit où ses tuyaux, son réseau est établi et où il peut distribuer de l'eau. Donc tous les Camerounais qui habitent hors de la zone de distribution de la Camerounaise des eaux n'ont pas droit à avoir l'eau potable, encore si elle est potable. Parce que quelle est la définition de l'eau potable? Comme nous avait donné à l'école primaire, tout le monde le sait. À l'école primaire, on nous faisait chanter ça tous les jours. Que l'eau potable est incolore, inodore et sans saveur. Incolore, inodore et sans saveur. Or, nous voyons que l'eau qui sort des tuyaux de la Camerounaise des eaux est boueuse, elle est rouge, elle est pleine de rouille ou de boue. Elle n'est pas potable. L'eau que la Camerounaise des eaux produit n'est pas potable. En plus de ne pas être potable, son réseau de distribution est très restreint. Et même maintenant, à l'intérieur du réseau de distribution, tout le monde n'a pas droit à l'eau dans son robinet tous les jours au Cameroun. Il y a des quartiers qui font des semaines sans eau. Et le ministre des eaux et de l'énergie vient nous dire que les populations qui ne sont pas dans le réseau de distribution de l'eau de la Kamwata ou la Camerounaise des eaux doivent se débrouiller avec les forages qui eux-mêmes, d'après ce qu'ils disent, hein, parce qu'ils disent les forages comme ça, c'est comme si le gouvernement avait creusé les forages. Quand il dit que les autres populations doivent se référer aux forages qui sont administrés par les communautés. Mais il s'agit, les gens là essaient de vous embrouiller avec leur langage. Sa façon de parler, c'est comme si le gouvernement avait mis des forages à la disposition des populations et qu'il a demandé aux communes de gérer ces forages. Ce qui est complètement faux.
Le gouvernement du Cameroun n'a jamais creusé un forage dans quelque communauté que ce soit. Les forages sont creusés par les individus et les collectivités. C'est-à-dire que les communes qui se mettent ensemble, les tontines qui se mettent ensemble pour financer un forage. Et maintenant, eux, ils viennent taper la poitrine jusqu'à dire que, oui, vous avez les forages, vous c'est administré par les communes. Et même si ces gens ont les forages, pourquoi est-ce que certains Camerounais ont droit à l'eau de Kamwata et d'autres pas? Ils sont plus Camerounais que les autres? Pourquoi est-ce que certains Camerounais ont des privilèges et d'autres pas? C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on dit on a trop supporté. Denise Mono va te faire cuire un œuf. Voilà. Dégage. Pourquoi certains Camerounais peuvent boire du Dom Pérignon et du Château Pétrus pendant que d'autres n'ont même pas droit à l'eau potable et sont en train de mourir de choléra? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce que certains Camerounais ont droit à un salaire, ont droit à des primes de déplacement, des primes de logement, des bons de carburant et tout ce que vous pouvez imaginer comme avantage de service et d'autres pas? Ils n'ont même pas droit à leur salaire. C'est-à-dire que les enseignants n'ont pas leur salaire et on les force à retourner dans les salles de classe pendant que les administrateurs civils ont les voitures peigna, ils ont les chauffeurs, ils ont les bons de carburant, ils ont les indemnités de logement, ils ont les indemnités maladie, ils ont droit à tout. C'est un Cameroun à deux vitesses. Un Cameroun à deux vitesses. Le Cameroun des administrateurs, c'est pour cela que tout le monde peut vendre sa maison pour mettre son enfant à l'ENAM. C'est pour cela que quand un enfant entre à l'ENAM, il y a la fête dans le village. Parce qu'on sait qu'à sa sortie de l'ENAM, il sera déjà riche. Parce qu'on sait que 2 ans après sa sortie de l'ENAM, il va fêter son premier milliard. Pendant que celui qui sort de l'école normale fait 10 ans sans salaire, 10 ans sans être intégré dans la fonction publique. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'on se bat, pour réduire ces inégalités. Pour qu'un Camerounais qui travaille ait droit à son salaire. Encore que ce salaire est très maigre. Pour qu'un Camerounais qui travaille ne meure pas dans l'indigence, dans la misère la plus complète. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille tous à Paris pour dire non aux 2 poids 2 mesures. Non au Cameroun à 2 vitesses. Non au Cameroun où certains payent des millions, des milliards pour amener toute leur famille regarder le match du Barça. Pendant que d'autres souffrent sous le soleil. Vous pensez évidemment à ce monsieur de la CNPS, Mokulum Vondo, le neveu de l'autre, qui pour aller regarder un match de Barcelone contre Real de Madrid, déplace toute sa famille, ses amis, ses copines et tout le monde, pendant que les vieillards de la CNPS sont en train de sécher sous le soleil et n'ont même pas leur pension vieillesse. C'est de ça qu'il s'agit. Il a peut-être enfermé Roger Tuile pour avoir dénoncé cela. Il a torturé Roger Tuile pour avoir dénoncé cela. Mais il ne pourra pas m'empêcher de relayer l'information de Roger Tuile, qui est que Mokulum Vondo, neveu de Paul Biya, à la CNPS, a fait des dépenses inimaginables pour aller se balader en Europe, regarder les matchs du Barça, pendant que nos personnes âgées qui ont travaillé n'ont pas le droit à leur pension retraite, ne peuvent pas se soigner. Certains d'entre eux partent des brousses pour venir s'aligner devant le bureau de la CNPS à Yaoundé ou à Douala. Et ils sont là sous le soleil, sous la pluie. Mokulum Vondo est dans les avions en première classe avec ses copines, avec ses amis, ainsi de suite.
C'est de ça qu'il est question. Vous avez vu cette maman enseignante qui pleurait. Attendez, je vous retrouve cette vidéo-là. Je vais la retrouver. Je vais la retrouver, hein. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Un instant, hein. Oh. Bonjour, monsieur le ministre de l'Éducation de base. Bonjour, monsieur le ministre de la fonction publique. Bonjour, le ministre des Finances. Moi, c'est madame Née Safa Atem Thérèse, institutrice adjointe de l'enseignement général, sortie de l'école en 1986. Ça veut dire que j'ai 36 ans de service. Et je vais en retraite le 6 avril 2022, donc dans une semaine. S'il vous plaît, monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Je n'ai jamais bénéficié d'un quelconque rappel. Mon dernier acte d'avancement date de 2010. Et je n'ai jamais été replacé. De 1986 à aujourd'hui, je continue à garder mon matricule, comme vous avez constaté, c'est 373 105 Q. Je n'ai jamais été replacé. Je suis encore en catégorie C de la fonction publique. Classement pour passer au terme. Je suis en train de finir dans une semaine, je vais à la maison. Et je suis malade. Attention. Un accident. Les médecins ont demandé 3 millions pour m'opérer il y a 12 ans. Je n'ai jamais eu cet argent. À force de prendre les anti-inflammatoires, j'ai eu ce qu'on appelle le mal de rein. Mon rein droit est attaqué. S'il vous plaît, monsieur le ministre, penchez-vous sur mon problème. Je suis malade. J'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin d'être soigné. Et de passer les restes de jour un peu en beauté, comme je n'ai jamais connu depuis que je travaille. Monsieur le ministre, écoutez le cri d'une veuve en détresse. Parce que depuis il y a 13 ans, mon mari est décédé. Les enfants que je suis resté me battre à élever ont des gros diplômes, certes, mais ils n'ont jamais travaillé quelque part. Merci de votre compréhension, monsieur le ministre. S'il vous plaît, penchez-vous sur mon dossier. Je vous remercie. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Une femme qui a fait 36 ans de service, réduite à supplier les ministres pour son dû. 36 ans de service, elle termine sa carrière et sa vie dans l'indigence la plus totale. Elle est handicapée, elle est malade, elle n'a même pas d'argent pour se soigner. Alors qu'elle a travaillé pour la fonction publique, dans la fonction publique, pendant 36 ans. Aucun avancement. Aucun avancement. Et des cas comme celui-là, vous avez vu le papa qui était sorti à l'ouest là, où ils ont couru aller résoudre le problème du papa. Mais ils vont courir, ils sont des millions comme ça. Vous allez résoudre cas par cas jusqu'à quand? Vous allez résoudre cas par cas jusqu'à quand? Parce qu'il suffit que quelqu'un ait une petite caméra, se filme et dise. Mais ceux qui n'ont pas de caméra, ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui sont dans l'oubli, ils font comment? Ils font comment? C'est pour ça que nous disons tous à Paris le 16 avril pour dire qu'on n'a pas le droit de laisser des personnes qui ont travaillé
pour éduquer nos enfants, qui ont travaillé pour le gouvernement, mourir dans l'indigence. Cette femme prend sa retraite le 6 avril, date noire pour notre pays, date de malheur pour notre pays, date de malédiction pour notre pays, date où le diable a atterri dans notre pays. Le 6 avril, c'est une date maudite. C'est une date maudite. Tout le monde doit mettre son profil en noir le 6 avril. C'est le jour là que le Cameroun a été enterré. Le 6 avril 1982. Date de malheur. Date de malédiction. Date où le Satan s'est emparé de notre pays. Et il ne veut pas lâcher. Mais nous allons le débouter. Même par tous les moyens, il va partir. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on se bat, on ne se bat pas pour nous. La maman n'a même pas eu 3 millions de francs CFA pour se soigner. 3 millions de francs CFA, nous les dépensons facilement ici, en quelques voyages. Oui. Il m'est arrivé en 2 mois de payer des billets d'avion à plus de 600 €, 2-3 fois. Ce n'est pas pour nous qu'on se bat. On se bat pour ces pauvres Camerounais. Pour ces pauvres Camerounais qui n'ont plus aucun espoir que de venir étaler leur misère, leur souffrance dans les réseaux pour se faire entendre, pour se faire voir, pour enfin avoir de quoi manger, de quoi se soigner, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie pour un gouvernement. 36 ans de service, c'est pas donné. Cette dame, elle est veuve depuis 13 ans. Imaginez la souffrance qu'une femme qui a perdu son mari peut avoir pour élever ses enfants seule pendant 13 ans. Et sans salaire, sans avancement, sans rien du tout. Imaginez comment elle a dû jongler, emprunter de l'argent à gauche, à droite, faire les aladji, faire les petites tontines, dribbler pour pouvoir payer la scolarité de ses enfants, pour leur acheter des vêtements décents, des chaussures. Imaginez la souffrance de cette femme. Elle parle en quelques mots, mais une mère connaît la souffrance d'une autre. Les miens aujourd'hui sont tout petits. Mais j'imagine, je sais ce que c'est que ce qu'on peut mettre comme ressources pour élever un enfant. Tu peux pas être une mère digne, ton enfant marche nu. Ou avec des haillons, des vêtements déchirés. En tant que maman, tu vas même voler pour habiller ton enfant. Tu peux pas être une mère digne. Les enfants des voisins vont à l'école, les tiens sont à la maison parce que tu ne peux pas payer la pension. David Jonah, bye bye. Allez, va te faire voir ailleurs, chouigne. Et dire que cette femme, pendant 13 ans, l'a fait toute seule. Son mari étant décédé. Je ne sais pas combien d'enfants elle a, mais c'est une brave femme. C'est une brave femme parce que malgré toutes les difficultés, tous ses enfants ont réussi à faire des études. Ils sont tous diplômés, mais ils sont à la maison. Voilà, c'est pour ça qu'on se lève. C'est pour ça, c'est pour des gens comme ça qu'on se lève. Pour dire si vous avez un cœur, si vous avez une mère, si vous avez un père, si vous savez ce que c'est que la souffrance d'un parent pour élever ses enfants, levez-vous afin que ces gens qui nous ont donné le savoir soient traités avec dignité et respect. Si aujourd'hui vous êtes en Europe, c'est parce que quelqu'un a pris la peine de vous faire apprendre à lire et à écrire afin que vous puissiez remplir un dossier à l'ambassade. Ayez pitié de ces gens. Le moment où nous allons atteindre un niveau d'indignation collective, je pense que ce sera un moment où les choses vont commencer à changer. Le moment où les Camerounais ne se soucieront plus seulement d'eux, mais penseront aux voisins, parce que le malheur qui arrive aux voisins peut nous arriver, alors nous allons atteindre un niveau où nous serons conscients, nous aurons une population consciente. Et ça a commencé à se manifester avec le problème des enseignants.
où la majorité des artistes, des comédiens se sont levés et ont dit il faut payer ces gens. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir que toute la diaspora est unie derrière cette cause. Que ce soit ceux qui supportent M. Biya, mais qui estiment que les enseignants doivent rentrer dans leurs frais, ou alors ceux qui sont même contre M. Biya, mais qui estiment aussi que les enseignants doivent être traités avec dignité et respect. Voilà quelque chose qui nous touche tous. On a vu des enseignants à Ebolova, à Saint-Mélima se lever et dire « Nous voulons notre argent ». Parce qu'ils sont traités de la même façon que M. Amidou qui est décédé. Ils sont traités de la même façon que l'enseignant qui est à Bafoussam et n'a pas son salaire. On a vu des enseignants dans les collèges et lycées à Yaoundé rentrer en grève pour demander d'être traités avec dignité et respect, d'avoir leur statut revu, d'avoir leur avancement, leur rappel, leur prime de service. Et c'est de tout cela qu'il est question. Il est question de, enfin, créer un pays ou alors forger, travailler pour un pays où tous les Camerounais sont inclus dans la chose. Que tout le monde soit concerné, que tout le monde participe à la construction de notre pays. Que ce ne soit plus l'apanage d'une certaine élite ou d'un certain clan. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que nous allons être à Paris le 16 avril. C'est pour ça que nous vous appelons à Paris le 16 avril. C'est pour ça que nous travaillons déjà à poser les jalons d'une société juste, inclusive, à Paris le 16 avril. Vous avez vu que nous avons causé avec beaucoup de personnes avec qui on n'est pas de même bord politique, qui ne nous comprenaient pas, mais qui à travers le problème des enseignants ont fini par comprendre que il y a des Camerounais qui sont traités de façon injuste dans leur propre pays et que cela doit s'arrêter et qui sont prêts à militer pour cela. On leur a pas mis le couteau à la gorge, on leur a pas demandé de rejoindre l'opposition, mais nous nous sommes retrouvés autour d'une table où nous disons tous que les enseignants doivent être traités de façon équitable, de façon juste, avec respect et avec dignité. Et donc, à la marche du 16 avril, vous allez voir des Camerounais avec qui, forcément, nous ne nous regardons pas face à face lorsqu'il s'agit de la politique, mais qui ont eu cet élan du cœur, le même élan du cœur que nous, pour dire, payons les enseignants, traitons-les dignement, rendons-leur ce qui leur est dû. Et à tout cela, parce qu'il faut un courage pour pouvoir mettre de côté les divergences politiques pour se retrouver sur un terrain social. À tout cela, j'adresse mes félicitations les plus patriotiques parce qu'ils ont su taire leur ego, parce qu'ils ont su taire leur divergence politique, parce qu'ils ont mis leur prochain au centre de leurs préoccupations. Et c'est de ça qu'il est question. Il est question que nous apprenions à tous les Camerounais à se soucier de leur prochain. Donc le 16 avril, vous verrez des personnes avec qui nous ne sommes pas de même bord politique, mais qui partagent la même flamme pour un Cameroun juste. Et ne dit-on pas que pour courir, il faut d'abord marcher et que l'appétit vient en mangeant? Ne le dit-on pas? Vous avez vu Dame Nathalie Nkoa qui a fait le bras de fer avec nous parce qu'elle refusait de s'indigner. Elle a refusé de s'indigner. Elle a dit qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne fait pas de politique. Mais elle a finalement compris que se taire, c'est être complice. Et ça, ce sont ses propres mots. Oubliant que nous lui avions dit, lorsqu'elle était ici,
que ne pas parler des problèmes du Cameroun, c'est être complice de ce qui se passe. Ne dit-on pas que qui ne dit mot consent? Celui qui refuse de s'indigner sur le problème des artistes, des enseignants, est d'accord du fait que ces enseignants ne doivent pas avoir leur argent. Celui qui ne parle pas du problème des enseignants approuve le fait que des gens passent 36 ans sans être payés, sans être intégrés dans la fonction publique, sans avancement. Et c'est pour cela que vous avez vu ces gens qui ont commencé donc à s'indigner, à parler de ce problème, à réclamer une résolution de ce problème. Et c'est tout ce que nous demandons. Nous demandons que le gouvernement se penche sérieusement sur ce problème et apporte satisfaction à toutes les réclamations des enseignants. C'est de ça qu'il est question. Et nous pensons que se retrouver dans la rue pour dire dignité aux enseignants, respect aux enseignants, payer leurs droits, payer leurs dûs, sera une façon d'attirer encore l'attention des pouvoirs publics et des décideurs sur ce problème qu'ils veulent bien sûr étouffer. Ce sera aussi une façon de motiver les enseignants à ne surtout pas lâcher parce qu'ils ont entrepris une démarche qui était salutaire pour tous. Nous refusons l'individualisme qui prévaut au Cameroun, où le gouvernement se permet de résoudre les problèmes au cas par cas et pense que lorsqu'ils vont résoudre 5-6 cas, ça va se faire taire tout le monde. Il y en a qui n'ont pas de téléphone pour venir faire des vidéos. Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui sont dans des villages où il n'y a pas de réseau pour parler et qu'on les voit dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ceux-là font? C'est de cela qu'il est question. Ils ne doivent pas résoudre ces problèmes au cas par cas. Ils doivent résoudre ces problèmes de façon globale afin que tous les enseignants qui ont jamais travaillé au Cameroun soient enfin récompensés pour leurs efforts. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, on ne lâche rien. On est dans la rue le 16 avril parce que le combat idéologique, le combat social, le combat politique, tout ce que vous voulez, lorsque vous avez quelque chose à réclamer, c'est dans la rue qu'on le fait, de façon pacifique, afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics, afin de les mettre face à leurs responsabilités, afin de leur dire qu'ils n'ont plus le droit de malmener des millions de Camerounais qui ne font que former la jeunesse de ce pays. C'est de ça qu'il est question. Lorsque nous sortirons ce 16 avril à Paris, nous invitons tout Camerounais qui a un cœur. Nous invitons tout Camerounais qui a un cœur de nous rejoindre parce que nous ne le faisons plus pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour ce peuple qui est meurtri, ce peuple qui n'a plus de voix. Nous allons marcher la main dans la main avec tous ceux qui seront là pour dire que c'est de ce Cameroun que nous voulons. Un et indivisible, où il n'y a pas de tribalisme, où il n'y a pas de haine, où il n'y a pas d'affrontement, où tout le monde prend son cœur, le met dans la main et dit le Cameroun peut être meilleur. Nous voulons d'un Cameroun meilleur. Ce Cameroun doit changer. Les Camerounais doivent apprendre à s'aimer. Les Camerounais doivent apprendre à se sacrifier. Et c'est de ça qu'il est question. Bonjour mon homonyme, ma chérie Mvogo Mange de Émilie. Les Émilie, hein. Les Émilie, tu sais, elles sont des femmes de caractère. Donc, le 16 avril à Paris, c'est de cela qu'il s'agira. Nous y serons tous. La résistance Belgique, la résistance UK, les combattants de France, Espagne, Italie, Suisse, Benelux, tout le monde y sera. Nous y serons tous et nous travaillons très dur
pour que cet événement soit un événement historique qui va marquer un nouveau départ dans l'histoire socio-politique de notre pays. Beaucoup plus sociale, hein, ça je dirais. Où des Camerounais, pour une fois, vont tous se mettre ensemble pour réclamer pour une cause sociale. Et ça, c'est inédit. Ça n'a jamais été vu. C'est inédit. C'est inédit. C'est inédit. Parce que les Camerounais sont reconnus comme étant individualistes, égoïstes, méchants, haineux. Tout ce qui est mauvais. Encore pire en diaspora. Donc, de voir des Camerounais de tous bords se mettre pour une même cause et s'arrêter la main dans la main, marcher dans la rue et dire dignité à nos enseignants, payez-les, ce sera historique. Et nous voulons que cela inspire ceux du Cameroun pour leur dire il est temps de se mettre ensemble, il est temps de s'arrêter la main dans la main afin d'être plus fort, afin d'aller plus loin, afin de tenir plus longtemps. Et donc, une fois que c'est dit, nous disons, le Cameroun changera. Et le changement viendra des Camerounais eux-mêmes. Et nous allons travailler pour que ce changement arrive, cette transformation sociale qui touchera tous les Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Le Cameroun de 2 poids 2 mesures doit s'achever. Le Cameroun des privilégiés et des oubliés doit s'achever. Parce que tous, nous sommes nés égaux aux yeux de la loi. Tous égaux aux yeux de la loi, nous sommes. Tous égaux devant l'État, nous devons être. C'est de ça qu'il est question. Et donc, le travail se poursuit. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux que nous préparons. Il y a un travail énorme qui est en train d'être abattu en background. Et j'en profite ici pour féliciter tous les Camerounais qui prennent de leur temps, de leur énergie, de leur argent, de leurs ressources pour un Cameroun meilleur. Vous êtes nombreux. Je ne peux pas vous citer, mais je vous dis merci du fond du cœur. Merci pour tous vos sacrifices. Merci de ne pas lâcher. Merci de ne pas vous fatiguer. Merci de continuer de mettre les efforts. Merci de continuer pendant que certains s'essoufflent. Pendant que certains sont fatigués, et c'est normal de se fatiguer, parce que un travail de longue haleine, pour le tenir, il faut avoir quelque chose de spécial, ce petit truc qui vous fait continuer quand les autres sont émoussés. C'est pour ça que j'admire des gars comme Rigobert Song, parce que c'est un métronome, parce que c'était quelqu'un qui s'est motivé, c'est quelqu'un qui s'est motivé, c'est quelqu'un qui insuffle cet esprit de gagnant. Il n'est pas le plus talentueux, il n'est pas le plus capé, mais il est le plus motivé. Et la motivation, ça ne s'achète pas au marché. Ça se travaille. Donc les gars, je vais vous laisser. J'ai passé 13 heures de service. Et là, je crois qu'il est presque 9 heures. Je suis encore à mon lieu de service, comme vous pouvez le voir, juste dans le parking pour vous parler. Je dois prendre la route. Et puis, on va certainement discuter plus tard, soit demain après-midi, soit demain matin. Je vous aime, je vous adore. J'ai vu dans ce live Sylvia Vallon, Émilie Mvogomangede. J'ai vu ma reine-mère alternance que j'adore. J'ai vu Omer de Banjoun, bisous. J'ai vu Noali Arlette, je t'adore maman.
j'ai aussi vu quelqu'un de très spécial. Napoléon. Napoléon, si je t'aime. Et donc, on continue. On ne lâche rien. Vous savez, je vous aime à en crever. La lutte continue, mais surtout la lutte pour l'établissement d'un Cameroun juste continue. Nous n'allons pas lâcher. Je vous ai déjà dit, seul mon cadavre sortira de cette lutte. Mais puisque mon cadavre... Harmonie Saskia, je vous salue. Puisque je ne compte pas me laisser faire harakiri par qui que ce soit, j'y suis pour la longue durée. Ainsi que beaucoup de mes compagnons de lutte. Nous continuons, nous ne lâchons pas. Alain Delon, hey, tu as un nom, Alain Delon, enlève le nom là, pardon. Alain Delon meurt toujours à la fin de son film. Donc tu vas mourir. Tu veux que je devienne ta poteau et puis tu die avant la fin du film. Minsoulé Lang, j'adore ton nom là, hein, c'est la magie. Ton nom de Minsoulé Lang là, c'est la magie, c'est la haute tension du nom. La haute tension. Sylvie Siliki, je vous salue. Daniel Chania, c'est Chania, je vois pas très bien. Je vous salue. Je vous aime, je vous adore, je vous aime à en crever. Vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir à quel point j'adore mon pays, mes compatriotes. Donc, on continue. Et on se verra certainement très bientôt. Philomène Amachen Diallo, Melali. Oh là là, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mouah. Allez les gars. La patrie ou la mort. Seule la victoire est possible. Ne doutez jamais. Ne doutez pas un seul instant. Ne doutez pas un seul instant. Ah, en vous quittant, je vais vous faire un petit truc parce que quand je parle de ça, ça me rappelle un petit truc. Je n'ai peut-être pas la meilleure voix, mais je vais vous dire. I am the eye of the tiger, defiant, dancing through the fire, 'cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion, 'cause I am a champion, and you're gonna hear me roar, oh, 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 oh. Oh, 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 you're gonna hear me roar. Ah, cette chanson, c'est ma motivation. Et demain, qu'est-ce que je raconte? Je retourne en salle de gym. Je retourne en salle de gym parce que ça me motive quand je chante ça. I have the eye of the tiger, defiant. Je défie. Je danse à travers le feu. Parce que je suis une championne. J'ai le cœur d'une championne, le gros cœur de ça. Et c'est ça qui va tuer Bia. Et vous avez des milliers de combattants qui ont le même cœur comme ça, le cœur. Le cœur. Vous avez vu le petit Omer de Banjoun? Ah, il faut laisser. Il faut laisser comme ça. Allez les gars, Yvonne Binzi, bisous Malion, bisous, bisous, bisous. Mafolor, merci. Ah oui, Mafolor, c'est une de mes Amazones du UK, une de mes lionnes, une farouche. Je ne marcherai plus jamais seule. Les Amazones du UK. Comme ça. C'est des farouches. C'est des lionnes. Oui, 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 oui. Les Amazones du UK sont de retour. Et ce sera dévastatrice. Dévastatrice. Le retour dévastatrice des lions du UK. Elle tchouk le fémur une fois. Elle casse. Elle ne blague pas. Allez les gars, je vous aime, je vous adore. Je rentre me reposer un tout petit peu. Et puis, ce soir, il y a du rififi sur la montagne à Londres. Restez scotchés, hein. Londres va bouger un peu ce soir. Ou bien, il y aura un peu du tcha-tcha merengue à Londres. Hey, Dambade Fosenta. Dambade Fosenta. Londres va bouger, les gars. Restez scotchés.
Allez, je vous adore. Bisous.